Monsieur Joly nous a fait une introduction sur les nouveaux plans régionaux. Il a lancé une réflexion sur les défis qui nous attendent, mais également les opportunités et les contraintes que pose leur élaboration. De façon concrète, le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec a développé, en concertation avec les différents acteurs du territoire et le ministère de l'Environnement, un outil d'aide à la décision permettant de prioriser les milieux humides de la région. Le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. J'y arrive pas, j'ai gardé des mauvais plis, je pense. Ce que la MRC de Drummond a intégré dans ses outils de planification afin de prendre en compte l'ensemble des milieux naturels de son territoire. Cette démarche sera présentée par Mesdames Valérie Carrère et Andréane Blais. Madame Carrère est titulaire d'un baccalauréat en urbanisme à l'Université du Québec à Montréal en 2001. Elle est aussi urbaniste. Elle œuvre dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme depuis plus de 15 ans. Après avoir œuvré au sein d'une firme privée durant plusieurs années, au cours desquelles elle a contribué à la réalisation de nombreux projets immobiliers, elle est présentement directrice de l'aménagement et des services techniques de la MRC de Drummond. Au cours des dernières années, elle a notamment coordonné la réalisation du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC, qui est entré en vigueur en juillet 2017, du PDZA, et elle est impliquée dans la réalisation du plan régional des milieux naturels. Madame Andréane Blais est biologiste spécialisée en conservation des milieux naturels. Elle cumule 15 années d'expérience auprès d'institutions scolaires, de firmes privées et d'organismes à but non lucratif. Elle œuvre présentement comme coordonnatrice à la conservation des milieux naturels au Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, où elle travaille à la protection des espèces en situation précaire et à la conservation des milieux naturels. Madame Blais est aussi directrice générale de Nature Avenir, un organisme de conservation voué à la conservation perpétuité des milieux naturels du Centre du Québec. Voici la prise en compte des milieux humides et naturels à la MRC de Drummond. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Valérie et je vous présente Andréane. Nous autres, on est super contents. On a plein d'idées. Andréane va nous aider à trouver plein d'idées pour dépenser 83 000 $. Fait qu'on est bien contents. Aujourd'hui, on vous fait une présentation là, sur ce qu'on a fait, nous, à Drummond, depuis la révision du schéma d'aménagement. Donc, je vais faire une petite mise en contexte rapide. On va vous parler de comment on a intégré les milieux humides. On va ensuite vous parler de ce qu'on a mis dans notre schéma, puis du plan de conservation des milieux naturels qu'on travaille en ce moment avec Andréane et avec le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. Drummond est au centre du Québec. On a 18 municipalités, dont la ville de Drummondville, 1626 km², 106 000 habitants, en gros, au coin de l'autoroute 20 et de la 55. On avait un schéma d'aménagement jusqu'en 2017 là, qui datait de 1988. Donc, on a été dans les pas mal derniers là, à faire un schéma révisé de 734 pages. Fait que, on ne recommencera pas tout de suite. Il est entré en vigueur justement là, en 2017, en juillet, le 25 juillet, fait qu'on a eu un beau Noël des campeurs. Par contre, en 2016, on a reçu un avis de non-conformité sur une version précédente du schéma, puis c'est là qu'on a commencé à travailler sur les milieux humides et les milieux naturels. Le ministère, dans l'avis de 42 pages, nous disait qu'on n'avait pas intégré, pas identifié les milieux humides comme des territoires d'intérêt écologique et qu'on ne prévoyait pas de mesures de protection pour les milieux humides d'intérêt et non plus pour ceux qui avaient été compensés là, dans le passé. Le ministère nous recommandait donc d'identifier des territoires d'intérêt écologique puis d'accorder certaines protections à des différents milieux humides de notre territoire. Donc, c'était à nous de voir comment on faisait ça. Et aussi, là, ce qu'on nous disait clairement, c'était que si on protégeait certains milieux humides, on pouvait aussi ne pas les considérer comme un potentiel ou une superficie développable là, dans le futur.
On a donc retravaillé, ma collègue Audrey-Anne, que certains d'entre vous connaissent, là, à la redéfinition de toute la gestion de l'urbanisation. Donc, on a retravaillé toute la question de l'identification des terrains vacants, les besoins, les zones de réserve, parce qu'on a trop d'espace dans nos périmètres urbains. On est chanceux. Donc, ce qu'on a, nous, c'est, je vous présente la carte de la ville. Oh, excusez. Bon, peut-être trop vite. Je présente la carte de la ville de Drummondville, c'est la gestion de l'urbanisation qui est au schéma. Je ne suis pas sûre que c'est la version à jour, mais en tout cas, ça ressemble pas mal à ça. On identifie donc tous les terrains vacants, ce qui est en jaune et en orange, tous les terrains industriels, résidentiels construits, en cours de construction, tous les terrains commerciaux industriels disponibles, tout ce qui est cimetière, golf, aéroport, milieu compensé, parc espace vert, les écoles. Tout est identifié sur la carte, là, dépendamment des options, c'est avec des symboles. Et les petites lignes en turquoise là, que vous voyez sur le plan, ce sont nos milieux humides. Donc, ils sont beaucoup dans les zones de développement futur de la ville de Drummondville. La première réaction qu'on a eue de nos élus quand on a parlé de milieux humides, c'est « vous allez tout bloquer notre développement ». C'est qu'on a eu beaucoup de plaisir à commencer de là pour les faire avancer dans le processus. Notre coordonnatrice des cours d'eau, Lisanne Chauvette, a fait un gros travail. Elle est venue faire des présentations au comité d'aménagement pour leur expliquer c'était quoi un milieu humide, c'est quoi les caractéristiques, pourquoi on en a, pourquoi on en parle, pourquoi on recrée des fonctions de milieu humide avec des ouvrages en milieu urbain, c'est quoi les conséquences des pertes, leur importance, puis on aura montré des exemples. On les a laissés mijoter une couple de semaines, on est revenu, puis on leur a présenté les différents objectifs qu'on avait, nous, comme professionnels en lien avec les milieux humides. Donc, ce qu'on souhaitait, c'est avoir un meilleur outil pour les localiser, maintenir les services écologiques aussi dans certains cas, d'identifier des milieux humides d'intérêt sur notre territoire, de limiter des travaux là, dans ceux qu'on considérait comme d'intérêt régional, de permettre de l'autre côté là, aux municipalités de continuer de se développer et aussi de favoriser l'acquisition puis la protection là, des milieux humides identifiés. Andréa? Merci. Je regardais votre réaction à tout ce que Valérie disait. Elle peut vous partager la présentation qu'elle a utilisée à ses élus. Hein. Je pense que ça va lui faire plaisir. Si ça a fonctionné avec ses élus, ça va fonctionner partout. Puis elle peut vous prêter Lisanne aussi, je pense que... Donc, on arrive avec, Valérie vient de dire que, justement, en tant que professionnel, il avait présenté à leur élu certaines suggestions. Je pense que c'est important de ne pas arriver avec un scénario final. Les élus ont quand même leur mot à dire, là, leur réflexion par rapport à la gestion de leur territoire. Et donc, la MRC, c'est un peu ce qu'elle a fait. Donc, les fonctionnaires sont venus au CRE pour savoir quel scénario qu'on pourrait présenter à nos élus. Différents scénarios, puis il ne faut pas avoir peur. On présente autant un scénario qui est très faible qu'un scénario qui est plus élevé. C'est la technique de, nous, on veut ce qu'il y a dans le centre. Ça va assez bien dans ce temps-là. Donc, au niveau de la MRC de Drummond, le portrait, il y a 12 680 hectares de milieux humides, soit 7,9% du territoire. Et si on se rappelle bien, les normes là, au niveau du quand l'habitat est suffisant, on suggère surtout un 6% du territoire, soit par bassin versant, ou sinon, souvent 40% des milieux humides qui existaient historiquement. Mais ici, on a déjà un 7,9 %. Je pense que vous en doutez, là, je généralise ici. Certains bassins versants sont en dessous du 6 %, même si dans le territoire de la MRC, on est à 7,9 %. Il y a certains bassins versants qui sont même à juste 2,3 % de milieux humides. Vous allez le voir plus loin, là, ça fait partie de nos priorités par la suite. En 2012, Claire l'a mentionné dans son mot d'introduction, le CRE a fait en collaboration à l'époque, juste pour mêler clair, avec le MDDEPP, non MDDELCC. Non, en tout cas, je suis mêlée moi-même. Donc, à l'époque, en 2012, on a fait une analyse de priorisation avec Isabelle et Judith qui étaient là à l'époque, une belle analyse de priorisation des milieux humides et hydriques. Et dans la MRC de Drummond, on a obtenu 45,1 % des milieux humides qui avaient une valeur écologique de niveau exceptionnel. Si on s'entend, c'est selon nos critères, une analyse multicritère.
Maintenant, il y a des analyses plus comparatives où on intègre davantage d'autres types de priorisation. À l'époque, c'est une analyse multicritère, puis je salue Monique Poulain qui est peut-être présente dans la salle, qui depuis le temps a amélioré quand même beaucoup les modèles de priorisation. Mais à l'époque, ça nous a donné un 45,1% des milieux humides. Et aussi, on avait 31,8% qui étaient d'intérêt. Donc, on ne voulait pas voir disparaître, ce qui donnait environ 77% là, de milieux où on pourrait faire de l'utilisation durable ou de la protection. Et le restant des milieux, on pourrait faire ça de la restauration ou du développement. J'ai pas peur de le dire. Il y a certains secteurs qu'on n'a pas le choix de faire du développement. Donc, à partir de ça, les premiers scénarios qui ont été proposés aux élus, en premier, c'est, on pourrait juste cibler les milieux humides qui ont plus de 100 hectares. Puis on arrête ça là, c'est ceux-là qu'on va mettre en protection au schéma. Après ça, 50 hectares et 25 hectares et plus. Là, ici, vous avez les pourcentages que ça représentait, là, les pourcentages représentatifs, 51, 59 ou 25% de la superficie des milieux humides. Et par contre, ceux de 100 hectares et plus, il n'y en avait aucun à l'intérieur des périmètres urbains. Et il y avait les 50 ou 25 et plus, mais il y en a qui touchaient les périmètres urbains et il y en a aussi qui touchaient des zones industrielles et commerciales. Donc, on voit ici beaucoup de conflits d'usage, puis je vous invite à l'atelier arbitrage des enjeux demain qui va justement répondre à ce point-là. Et au niveau d'un autre scénario, celui que le CRE présentait, mais pourquoi y aller en superficie, pourquoi on y va pas avec l'analyse multicritère, puis on ne cible pas tous les milieux exceptionnels et d'intérêt, qui représentent 77% de la superficie des milieux humides. Si nous autres, les écolos, on aime ça. Quand le pourcentage est plus haut. Et le 77%, mais ça touche divers milieux urbains et agricoles. Les superficies sont variables et ça inclut de grands milieux humides. Au final, les options qui ont été choisies par la MRC, c'est de viser la protection des milieux humides de 25 hectares et plus, de retirer tous les milieux humides dégradés. Donc, on les retire de notre priorisation, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de restauration. Vous allez le voir plus loin dans la présentation. Et intégrer les milieux humides d'intérêt. Par la suite, il y a un mandat qui a été donné au Conseil pour identifier les milieux prioritaires à partir de ces 3 critères au-dessus. Valider la cartographie. Est-ce que la cartographie de Canard est quand même, Canard et le ministère est quand même valide sur le territoire? C'est pas de redéfinir nos milieux. On ne veut pas aller délimiter nos milieux. On sait que maintenant, c'est valide 2 ans, la délimitation. Donc, il ne faut pas se lancer non plus dans des grandes délimitations précises des milieux pour des plans tels que des planifications comme celle-ci, qui vont viser plus 10 ans là, d'action. Et recommandations sur les normes à prévoir au schéma. Donc, pour faire cette belle priorisation-là, on a utilisé le filtre fin, filtre grossier, plus de 25 hectares de milieux, les milieux humides de plus de 25 hectares, les écosystèmes forestiers exceptionnels, les espèces menacées et vulnérables au CDPNQ. À l'époque, les aires protégées, à cette époque-là, on n'avait pas dans la MRC de Drummond. Donc, mais présentement, on en a une. Donc, c'est sûr qu'elle va être intégrée dans le prochain plan. Et toutes les compensations dans le cadre de la LQA qu'il y avait à l'époque, l'ancien régime. Donc, on a fait une demande d'accès à l'information et on a eu toutes les servitudes de conservation qui avaient été signées avec le ministère sur le territoire. Et par la suite, on a utilisé un fil grossier. On a ajouté tous les milieux humides où il y avait eu une approche de conservation volontaire, un cahier du propriétaire fait par différents organismes de la région. Les plans de conservation des milieux humides du centre du Québec, ça c'est la priorisation que je vous ai parlé. Les plans de conservation de la ville de Drummondville qui, ça fait plusieurs années, je salue Roger et Virginie qui sont dans la salle, qui ont amorcé le plan de conservation de la ville de Drummondville et on a intégré leur priorisation à ce niveau-là. Et on a intégré aussi le plan de conservation de la vallée du Saint-Laurent et du lac Champlain de Mme Gratton. Et à cette époque-là, la classe des milieux naturels n'existait pas. La validation qu'on a fait, quand je dis on a validé de façon cartographique, on a repris les modèles géomatiques et on a observé toutes les perturbations qu'il y avait, les pertes de milieux humides. On le voit bien quand il y a une plantation, oui, ça reste un milieu humide, mais le milieu est quand même dégradé. On veut aller cibler des milieux de haute valeur dans cet exercice-ci. Donc, on a revu ici la zone en rouge, c'est une zone qu'on a exclue, qui avait trop de drainage forestier, qui avait trop de coupes, trop de plantations. Donc, c'est des exemples qu'on a fait. On est allé sur le terrain faire des checkpoints, des points de validation pour être sûr que ce qu'on a enlevé ou ce qu'on a gardé était valide. Comme ici, vous pouvez voir, on est arrivé dans une tourbière où on voyait un beau drainage, puis on le voit très bien. Je me demande même comment la pépine qui a fait ça, ça ne s'est pas calé, là, mais voilà, c'est le genre de choses qu'on a observé sur le terrain.
pour arriver à une cartographie finale où on peut voir en orange les zones qui ont été retenues au schéma et les zones en bleu où que d'ici 5 ans vont toutes disparaître. Non, c'est pas vrai. Maintenant, on va vous présenter la suite. Suite au travail du CREC et à la priorisation qui a été effectuée par le Conseil régional de l'environnement, on est retourné à nos tables à dessin dans le cadre de la révision du schéma. En fait, on est arrivé à identifier une orientation en lien avec les milieux naturels en général, puis avec la biodiversité. Donc, on a ciblé comme objectif d'assurer la protection de la biodiversité des territoires d'intérêt naturel écologique et la mise en valeur des potentiels récréotouristiques. Avec du beau texte pour dire plein de belles choses, puis que satisfait le ministère des Affaires municipales, fait qu'on aime ça. Puis on a prévu des moyens aussi pour privilégier la protection des milieux humides d'intérêt régional, puis assurer le maintien des espèces fauniques et floristiques. Excusez, j'accroche des boutons. Puis on a aussi créé, ce qu'il n'y avait pas dans la version précédente du schéma, une affectation conservation pour être capable de venir identifier nos milieux qu'on souhaite protéger, puis limiter les usages qui sont autorisés dans ces milieux-là. Et on a travaillé entre autres avec Andréane à l'élaboration de dispositions à mettre dans notre document complémentaire, donc que les municipalités doivent intégrer dans leurs plans et règlements d'urbanisme au cours des prochaines années. Donc, on a défini c'était quoi un milieu humide pour nous, un milieu humide régional, un milieu humide potentiel. On a demandé aussi aux municipalités d'intégrer la carte des milieux humides que vous venez de voir dans leurs plans et règlements de zonage, parce qu'on a beaucoup d'appels pour nous dire « Il est où mon milieu humide? Y a-t-il un milieu humide sur ce terrain-là? » Fait qu'on leur demande de l'intégrer. On a aussi prévu des dispositions pour l'émission des permis et des certificats à proximité et dans les milieux humides, donc de demander un permis à la municipalité. Des fois, c'est juste une question de dire aux citoyens, n'oublie pas d'aller au ministère de l'Environnement. Ça peut juste nous aider pour ça. Puis, on a aussi interdit dans les milieux humides régionaux qui sont identifiés des ouvrages comme le déblai, le remblai, le drainage dans le milieu humide et une zone tampon de 30 mètres. Puis, on a aussi prévu des mesures d'exception. On est arrivé à la conclusion que ça pouvait empêcher aussi le développement de certaines de nos municipalités, dont les plus petites. On en a une, entre autres, qui a un milieu humide dans le seul secteur potentiel de développement. Donc, on permet, selon certains critères, de développer, de tenter de développer dans un milieu humide si on répond aux différents critères. Et il faut que le projet soit à des fins d'intérêt public, donc qu'il y ait un intérêt pour la collectivité. Que ce soit du développement résidentiel, que ce soit un projet communautaire, mais pas « je veux mettre mon garage dans le milieu humide ». Pour ce qui est de ces belles dispositions-là, c'est super le fun, mais notre schéma est en vigueur seulement depuis juillet 2017. On est en concordance en ce moment, donc les municipalités sont en train d'intégrer les dispositions. Là, on a une première conforme en février, fait qu'on va voir ce que ça va donner. Ça a beaucoup d'enjeux, entre autres pour la ville de Drummondville, là, où il y a beaucoup de milieux humides. On va voir, là, on ne sait pas trop là, comment ça va finir au niveau du terrain vraiment, là, à venir en fait. Donc, si vous vous rappelez, au début, Valérie, elle a dit que Mamache, c'est ça? Oui, avait dit d'intégrer les milieux naturels. Donc, qui dit milieu naturel, dit pas juste milieu humide. Donc, on est allé un petit peu plus loin dans la démarche pour aller intégrer les milieux naturels. On a fait un plan de conservation des milieux naturels. Au début, c'était une idée folle du CRE. On est allé chercher de l'argent à la Fondation de la Faune du Québec, que je remercie, et aussi à Environnement Canada, là, dans le cadre du plan d'Action Saint-Laurent. Et on a offert aux 5 MRC de la région la chance de réaliser un plan de conservation. Et les 2 premières MRC qui répondaient pouvaient avoir l'accompagnement du CRE là, pour faire les plans de conservation. Tout ce qu'on demandait à la MRC, c'est 5 à 7 000 $ dépendamment des données disponibles, sur une valeur totale d'un plan de conservation de 40 000 $. Donc, je pense que c'était assez intéressant. Donc, le plan de conservation, on a utilisé les données les plus récentes. On a priorisé les actions, on veut prioriser des actions de conservation, mais vraiment axé sur la protection, l'utilisation durable, la restauration et la création. Là, vous me voyez faire le lien avec les plans régionaux des milieux humides et hydriques et la possibilité d'arrimer le PR-MHH avec le plan de conservation qu'on fait. L'ensemble de la démarche est basé sur les normes ouvertes de conservation Open Standard, qui est une méthode mondiale là, uniformisée pour faire des plans de conservation. Là, vous avez votre guide que le ministère vous a suggéré, mais rien n'empêche, je pense, que d'aller de façon autonome voir ce que les normes ouvertes vous proposent.
Donc, le plan de conservation des milieux naturels comprend différentes étapes, soit des ateliers de consultation, ça c'est super important. Puis là, vous pouvez peut-être voir, là, c'est comme les étapes de votre PRMHH. Là. Dans le fond, ils m'ont appelé, puis c'est moi qui ai fait le guide, non, c'est pas vrai. Donc, on a fait des ateliers de consultation, on a fait un portrait, un diagnostic et on a établi une stratégie de conservation. Que sont ces fameux milieux naturels? On a les forêts. On a les friches, ces fameuses friches, et je ne parle pas ici de friches urbaines, je parle de ces friches où on a moins de 25% de végétation de 4 mètres et moins, des friches qui soutiennent la population d'oiseaux champêtres, population d'oiseaux qui est le plus en déclin au niveau mondial. Friches beaucoup ciblées en milieu agricole pour le développement, pour la plantation forestière, des zones industrielles. Donc, c'est un milieu qui est à connaître, mais c'est un milieu qui a encore beaucoup de conflits d'usage à ce niveau-là. On a aussi intégré les milieux humides et les milieux hydriques et un point important qui est, le pointeur ne fonctionne pas, un point important, la connectivité. Donc, le Conseil régional participe activement dans un projet provincial avec Conservation de la nature pour faire des grandes zones de connectivité au niveau provincial. Je vous invite à aller voir si votre région est incluse et peut-être communiquer avec l'organisme responsable de votre région à ce niveau-là. Donc, on a intégré la connectivité. Ceci dit, dans les 3 objectifs à tenir en compte dans les plans régionaux, les bassins versants, l'aucune perte nette et l'adaptation au changement climatique. La connectivité est une réponse à l'adaptation au changement climatique. Donc, ici, je vous présente dès le départ le résultat final de notre portrait. Aujourd'hui, je vais vraiment axer sur les milieux humides et hydriques. Puis là, je viens de croiser le regard de quelqu'un qui m'indique qu'il faut aussi que je vous dise que la deuxième MRC est, merci Luc d'avoir croisé mon regard, donc la MRC d'Arthabasca. Donc, le projet que je présente aujourd'hui, c'est vraiment la MRC de Drummond, mais le même travail a été fait aussi avec la MRC d'Arthabasca. Puis je tiens à le souligner parce que les fonctionnaires qui ont collaboré au projet ont vraiment été impliqués de façon très active dans le projet. Tu sais, souvent, on se pose la question, est-ce qu'on va à l'externe, est-ce qu'on va à l'interne, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas oublier que les fonctionnaires à l'interne, c'est eux qui ont l'œil et l'analyse de l'aménagement du territoire. Il faut toujours travailler en collaboration avec eux. Ça, c'est mon opinion, là, mais dans notre situation, ça a super bien fonctionné. Donc, si vous avez le résultat final de la carte, sur ça, vous voyez en vert tous les milieux forestiers qui ont été ciblés. Puis si votre œil est aiguisé, vous pouvez déjà voir des grands couloirs de connectivité. En bleu, c'est justement tous ces grands couloirs-là de connectivité qui ont été établis sur le territoire pour rejoindre les différents milieux ensemble. Vous avez les milieux humides en bleu pâle et vous avez en rouge la seule grande friche qui est adéquate pour les milieux, les oiseaux champêtres, qui est aussi intégrée. Donc, à ça, on rajoute ce qu'on appelle des noyaux de conservation. C'est des secteurs où que tout l'ensemble des caractéristiques se réunissent pour vraiment faire un projet de protection volontaire. Donc, on ne veut pas exproprier les propriétaires. Hein, tout se fait dans une démarche de collaboration. Donc, ici, on peut voir des grands noyaux où que autant des milieux humides, des milieux forestiers, de la connectivité, des milieux hydriques, de la friche se retrouvent pour vraiment en faire un noyau de conservation. Donc, ça a été le cœur, je vous dirais, de notre travail, les ateliers de travail. Quelle belle opportunité d'aller vers l'humain, vers ce qu'il croit vraiment important, vers ses valeurs, vers aussi tout pourquoi il travaille. Autant la MRC, les OBV, les CRE, je pense que la démarche du forum aujourd'hui le démontre, les l'UPA, les agences forestières. Je salue Patrick Cartier qui est dans la salle avec qui de Domtar qu'on travaille beaucoup. Je crois qu'il faut travailler main dans la main avec ces acteurs-là, les écouter, puis pas avoir peur de modifier. Tu sais, ces gens-là sont pas là pour faire planter ton modèle, sont là pour vraiment le faire évoluer. Et ça a été au cœur de notre projet. Donc, on a fait plusieurs validations avec eux. En 2017, on a consulté les experts pour voir, c'est pas parce que je dis consulter, ça c'est Patrick qui me revient souvent avec ça, puis j'aime ça, c'est pas parce qu'on les consulte qu'ils sont d'accord. Hein? Fait qu'on les a consultés et
au final, ils peuvent garder leur opinion, mais je pense que la consultation reste quand même au cœur du projet. Donc, en 2017, on les a consultés sur la méthodologie. Hein. Faut pas non plus attendre à la fin pour se faire dire, ben tu sais, tu aurais peut-être dû me consulter au départ, je t'aurais peut-être dit telle information. Fait que c'est important dès le départ de dire, regarde, en telle année, on va faire ça, tel jour, on va faire cette consultation-là, tel autre moment, on va te consulter, prépare tes données, prépare le terrain, voici ce qui t'attend dans les prochaines années. Par la suite, on a fait aussi un portrait diagnostic, on a compilé les données disponibles, je remercie les OBV de la région pour ce travail-là, la validation des données auprès des MRC, la consultation des experts sur les données qui ont ressorti. Et aussi en 2019, ben là, on a consulté les experts et les représentants des producteurs forestiers agricoles sur les stratégies de conservation, donc les actions qu'on devrait mettre en place. Et super, on a consulté les élus. On est arrivé à ce beau point assez trippant où que les élus regardent les cartes, la carte que je vous ai montrée avant, puis disent « Hey, on est d'accord pour consulter ça, puis on est d'accord d'aller de l'avant. » Fait que là, on est rendu à aller des prochaines étapes, parce qu'on est vraiment au cœur de la démarche actuellement. On est rendu à aller travailler le plan d'action avec eux que Valérie va vous présenter dans quelques instants. Donc, au départ, comme dans le guide des PRMHH, il faut cibler nos problématiques. Donc, ça a été la première étape, parce qu'en ciblant les problématiques, c'est comme ça qu'on identifie la meilleure méthode pour prioriser nos milieux. Ça ne veut pas dire que la MRC voisine va avoir la même méthode de priorisation que l'autre plus loin, parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques sur le territoire. Donc, ben, nécessairement, Valérie l'a très bien démontré, des fortes pressions en zone urbaine. On sait bien qu'en zone agricole, oui, il y a des droits acquis, 94-2001, je pense, qu'on peut remettre en culture des terres, mais reste que le développement agricole, en tout cas dans notre secteur, ça ne s'épand plus nécessairement. Ça s'épand, hein, c'est drôle. Ça s'épand plus là, au niveau des boisés forestiers. Donc, c'est quand même plus au niveau de la zone urbaine là, qu'on avait des pressions. Mais on avait certains bassins, que je vais vous agrandir la carte dans quelques instants, 4 bassins dans la MRC de Drummond très dégradés au niveau de la quantité et de la qualité d'eau. Et au niveau, on a ciblé des fonctions écologiques que les élus soutenaient plus particulièrement. Donc, maintien en premier, puis ça, c'est dans les 2 MRC, le maintien des fonctions hydrologiques, ça ressortit quand même assez fort. Maintien de la biodiversité et soutien au développement local. Ça, je salue Carl à ce propos-là, parce que pour la MRC de l'érable, développement local monte comme en première. Mais c'est ça qui est beau, c'est la diversité entre les MRC. Donc, ici, vous pouvez voir les 4 bassins prioritaires qui ont été ciblés dans la MRC de Drummond, 4 bassins versants où on va faire des actions au niveau du plan d'action. Donc, à partir des travaux ça c'est là, je vous présente plus, je ne rentre pas dans le forestier, les autres, je rentre vraiment juste hydrique humide. Donc, à partir des travaux d'intégration qui étaient faits au schéma d'aménagement revisé, on a ajouté les milieux humides ciblés par l'Atlas dans les basses-terres du Saint-Laurent. Et ça, c'est super le fun, je pense que c'est la prochaine carte. Ils ont fait un super bon travail, puis moi aussi, j'en ai fait un bon avant. Les milieux qui ont ciblé tombent sur mes milieux que j'avais ciblés. Donc, tu sais, ceux qui n'ont pas de données, faites confiance à l'Atlas. Le travail, ici, on a une preuve là, qu'il fonctionne très bien. Vous pouvez voir dans les 2 MRC. Là, il y en a plus dans les 2 MRC parce que nous, on en a ciblé plus que ce que l'Atlas a ciblé comme prioritaire. Après ça, ben oui, ça c'est quelque chose d'important. Nous, on a un secteur dans les Appalaches, les basses-terres du Saint-Laurent, l'Atlas ne couvre pas les Appalaches. Donc, on a eu la chance de reprendre le travail, puis je remercie les gens qui l'ont fait, le travail dans les Appalaches là, pour les milieux humides. Donc, on a pu extensionner là, les milieux ciblés de l'Atlas là, avec la même méthode qu'à l'Atlas. Donc, elle se reprend, cette méthode. Si vous êtes dans les Appalaches, là, on l'a testé, on peut reprendre cette méthode-là. Et pour catégoriser les milieux humides, donc pour tous ceux qui sont à protéger, on a pris les milieux humides et hydriques du filtre fin et des noyaux de conservation que je vous ai présentés tantôt. On a pris pour les milieux utilisation durable, mais c'est tous les autres milieux humides et hydriques qui ont été ciblés dans le schéma, mais qui ne seront pas ciblés dans mes secteurs de protection. Pour les milieux de restauration, c'est tous les milieux humides et hydriques qu'on avait exclus, qui avaient une perte d'intégrité et certains milieux qui ont une contribution aux fonctions écologiques ciblées. Ça, c'est Jean-Olivier de l'Université avec Monique Poulain qui nous a fait une belle étude dans le bassin versant de la rivière Saint-Germain qui a réussi à cibler les milieux à restaurer selon les fonctions écologiques à atteindre.
Donc ça, dans le bassin de la Saint-Germain, on a pu faire ça là, dans ce niveau-là, puis on se sent pas mal de ne pas l'avoir pour le restant de la MRC. Hein. Le plan, vous pouvez le reviser là, dans 10 ans pour y refaire d'autres bassins versants. Mais pour ce bassin-là, qui était un bassin versant dégradé, on a réussi à aller cibler ces milieux-là. Et on a ciblé des zones de création qui correspondent grosso modo à des zones inondables, non urbanisées, à des friches ou à des propriétés où une volonté est démontrée. J'ai des propriétaires sur le territoire qui veulent des milieux humides sur leur terrain. C'est des chasseurs, ils veulent avoir de la faune chez eux. Puis même si ce n'est pas des chasseurs, il y en a qui aiment ça, aller méditer proche de ces beaux milieux, donc on en a. Et des anciens méandres dans le cas des milieux hydriques. Donc, ici, vous avez le résultat pour nos cours d'eau. Vous pouvez voir en bleu foncé, c'est tous les cours d'eau à protéger. Donc, c'est tous des cours d'eau qui avaient une belle naturalité, une centralité. Ça, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. On voit aussi en rose tous les milieux qui sont à restaurer au niveau hydrique, donc bandes riveraines, décrochage. Puis là, quand on parle de restauration, moi j'inclus aussi ce qui va se jeter à proximité dans ce secteur-là de cours d'eau. Et on a tous les autres milieux bleu pâle, mais c'est tout de l'utilisation durable. Dans le hydrique, on n'est plus rendu à canaliser un cours d'eau. Ben oui, encore qu'ils le font, mais moi je pense qu'on peut cibler sans craindre tous les autres milieux là, pour de l'utilisation durable, mais c'est peut-être pas le cas dans votre MRC, il ne faut pas généraliser. Ici, ça c'est le travail de l'Atlas. L'Atlas, dans les basses terres, a réussi à cibler des unités écologiques aquatiques qui correspondent grosso modo, moi je compare ça aux milieux humides. Hein. On a des étangs, des marais, des tourbières, mais pour les milieux hydriques, ils ont fait le même travail. Ils sont allés donner un nom à chaque type de cours d'eau. Et c'est à partir de ça qu'on a pu cibler là, certains milieux, centralité. C'est de la représentation de ce cours d'eau-là dans la centralité de ce modèle-là. Donc, par exemple, je prends les milieux humides. Est-ce que ce marais-là, par ses caractéristiques, correspond aux caractéristiques d'un marais en général? Donc, c'est ça la centralité. On a aussi inclus, puis ça c'est Maxime Thériault de la firme Territoire, puis ça il va être là demain, cartographie des milieux hydriques, qui nous a fait un indice de la qualité de la bande riveraine sur l'ensemble des cours d'eau, tronçon de 100 mètres, bande riveraine de 20 ou 60 mètres. On a évalué en fonction des pentes et de l'occupation du sol, de l'IQBR, tous les secteurs où il y a une déficience au niveau des bandes riveraines. Là je parle de 20 mètres, il ne faut pas freaker pour le 1 mètre et 3 mètres. Là. C'est vraiment juste pour nous orienter où c'est plus urgent de faire des actions. Puis là vous pouvez voir en rouge là, certains secteurs plus problématiques, autant en milieu urbain qu'en milieu agricole, même en milieu forestier. Maxime a aussi travaillé sur la définition de l'imageur dans certaines parties du territoire. Donc, on a déterminé avec des photos historiques et des photos actuelles certaines portions de cours d'eau, à savoir si le cours d'eau bouge beaucoup à travers les années. Donc, ça nous donne beaucoup des exemples de zones de restauration, de zones de protection qu'on peut aller chercher. On voit sur la photo du bas, surtout par exemple en milieu agricole. Exemple, là, je veux pas pousser toute la restauration en milieu agricole. Là, ici, j'utilise juste un exemple, mais ce genre de photos-là se retrouve aussi en milieu urbain, puis même on le voit, le milieu urbain un petit peu à droite. On a des zones que si la rivière bouge, il y aurait des actions à aller faire dans ce coin-là, des actions volontaires avec la collaboration du propriétaire. Donc ici, on voit aussi certains secteurs qu'on a ciblés de restauration. Donc on peut voir un cours d'eau qui est très important, méandreux. Puis ceci dit, on a aussi identifié tous les cours d'eau linéarisés sur le territoire des 2 MRC. C'est surprenant le pourcentage que ça donne. Donc des cours d'eau comme ça, méandreux, c'est quand même assez rare. Puis quand il y en a, je pense qu'il faut quand même les conserver, du moins l'espace de liberté de ces cours d'eau-là. Donc ça aussi, c'est un travail qui a été fait. Donc, si je reviens au niveau des milieux humides, ici, on a utilisé la même méthode que je vous ai présentée tantôt qu'il y avait dans le schéma. Ici, vous avez par contre une distinction avec la carte de tantôt. Ici, on a des milieux qui ont été ciblés de protection, des milieux en rose pour la restauration et des milieux en vert pâle pour l'utilisation durable. Tous les autres milieux sont des milieux en gris qui n'ont pas nécessairement été ciblés dans les 3 cas. Ça, je me suis fiée à la recommandation des élus. Par contre, ça ne veut pas dire que parce qu'ils ne sont pas dans le modèle qu'ils vont être développés. S'ils sont, tantôt, j'ai ma carte de zone de création là, que je vais vous montrer. Aucune perte nette, là, on reste quand même dans le modèle. Donc, pour ceux qui sont à protéger, les bleus foncés, c'est tous ceux qui ont plus de 25 hectares, qui ont un écosystème forestier exceptionnel, une espèce menacée ou vulnérable, une aire protégée ou une compensation dans le cadre de la LQA.
Sinon, ça tombait par utilisation durable. Puis ceux qui ont de la restauration, c'est vraiment de la validation géomatique ou sur le terrain qui a été fait. Ici, vous avez ma zone de création. Beaucoup de zones inondables là, dans le coin du Bec-aux-Canards, dans le coin de la ville de Drummondville. Je rencontrais la mairesse de Saint-Lucien l'autre fois qui, une des grandes zones, appartient à sa municipalité. Puis elle était quand même d'accord. Donc, tu sais, c'est pour vous montrer l'aval des élus par rapport à ça. Et la restauration peut aussi se faire dans nos bassins versants prioritaires aussi. Il ne faut pas oublier ça. Donc, dernière étape avant de passer la parole à Valérie, une autre étape qu'on a fait, on a aussi identifié nos menaces. Donc, si on veut mettre des actions, il ne faut pas dépenser de l'argent pour rien, on veut faire des actions qui répondent à des menaces concrètes sur le terrain. Donc, on a utilisé la méthode des normes ouvertes avec la gravité, la portée et l'irréversibilité. Vous m'appellerez, c'est une méthode qui est à première vue difficile à comprendre, mais super intéressante à utiliser. Donc, les principales menaces qui ont été relevées, perte de milieux humides et hydriques par le développement urbain et l'imperméabilisation des sols pour les milieux hydriques, drainage agricole et forestier. C'est pas que je compte ça, mais je veux dire, ça ressort dans l'exercice de consultation des élus, fait qu'ils en sont conscients dans un cadre d'adaptation au changement climatique aussi. Perte de milieux hydriques dans les sablières, apport en pollution diffuse et sédimentation, perte de milieux humides et hydriques par la construction de zones industrielles. Fait que vous pouvez voir déjà vers où va s'orienter nos actions. D'autres menaces ont été ciblées, soit des actions de moins grande importance, soit des actions illégales dans les milieux humides et hydriques, donc peut-être accompagner dans la connaissance les propriétaires. Pourcentage de milieux humides par bassin versant, méconnaissance des milieux humides, espèces exotiques envahissantes et nos changements climatiques. Donc, suite au travail d'Andréane par rapport au plan de conservation, puis à tous les intervenants là, qui ont participé, on a ciblé 4 orientations, donc protéger les milieux naturels d'intérêt, encadrer, soutenir une utilisation durable, restaurer les milieux dégradés et créer des milieux naturels. On a aussi notre 4e orientation qui est d'assurer une gouvernance cohérente de la conservation des milieux naturels dans l'aménagement du territoire. C'est une belle grande orientation avec plein d'actions. Pour travailler sur les actions, on a impliqué nos acteurs qui ont participé à l'ensemble de la démarche. Les actions, c'est pas juste à la MRC de les réaliser, c'est aux gens qui participent. Donc, vous avez un graphique là, à votre droite qui a été élaboré par nos collègues de la MRC d'Arthabasca que je remercie. Je vais tenter de vous l'expliquer. En fait, c'est que pour identifier qui peut être le meneur de l'action, c'est d'établir en premier lieu si c'est le rôle de la MRC ou non de faire cette action-là et quel est le niveau d'urgence. Donc, si c'est le rôle de la MRC et que c'est urgent de le réaliser, donc la MRC devrait le faire. Si c'est moins urgent, on devrait le planifier. Et on a aussi la possibilité de déléguer à d'autres intervenants là, la réalisation de certaines actions dans nos milieux. Je vous donne des exemples d'objectifs qu'on a en ce moment. C'est sûr qu'on n'a pas terminé le processus, puis on doit encore avoir des rencontres avec nos élus, mais il y a plein d'actions super intéressantes, mais il y a des grosses actions aussi qui sont ressorties. Là, dans nos objectifs, on a les cours d'eau respectent les bandes riveraines réglementaires. On a beaucoup d'agriculture, fait que c'est pas toujours évident chez nous. Puis, une des actions qui a été suggérée, c'est la reprise de la gestion des bandes riveraines par la MRC. J'ai pas encore le point de vue des élus là-dessus. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont me dire quand je vais mettre un signe de dollar à côté. Il y a plusieurs éléments là, au niveau de la consolidation du développement dans nos périmètres urbains, l'augmentation de la densité. Il y a aussi beaucoup d'actions volontaires de sensibilisation prévues dans notre plan. Tout le monde, chaque intervenant doit faire sa part là-dedans. Puis ces actions-là ont quand même une portée puis un intérêt là, pour nous dans le maintien de nos milieux naturels sur notre territoire. On a aussi l'amélioration de la qualité puis de la quantité d'eau. Chez nous, c'est dans nos bassins dégradés, c'est une problématique qui est importante. On a aussi l'accès aux milieux naturels publics. Là. Nous, la MRC, vient d'acheter la forêt de Drummond, qui a plusieurs centaines d'hectares, dans laquelle il y a des milieux naturels. Bien, on va faire notre part comme municipalité régionale de comté pour protéger des milieux là-dedans. Il y a la ville de Drummondville qui a le boisé de la Marconi, où on peut faire des actions de conservation aussi. Fait qu'on doit aussi montrer que nous aussi, on peut faire sur nos propriétés ou dans nos propres milieux des actions de conservation et de protection. Puis en même temps, ça peut être des actions de sensibilisation, d'utilisation durable. On a aussi le maintien de l'intégrité des milieux naturels prioritaires, qui est importante, donc sensibiliser la population, les propriétaires, adapter notre réglementation, la gestion des sédiments. Donc en gros, c'est ça, ça complète notre présentation.
Merci beaucoup, Mme Carrère et Mme Blais. Alors, on peut prendre des questions ici dans la salle. Alors, pour ceux qui s'avanceraient au micro, vous devez parler assez fort parce que comme la journée est enregistrée et diffusée en visioconférence, il faut vraiment parler près du micro. Je vous demanderai aussi de vous identifier avant. Oui, bonjour. Mon nom est Marc-André Côté. Je travaille à la Fédération des producteurs forestiers du Québec. Parlez très près, s'il vous plaît. Oui, c'est vraiment très important. Merci. OK, d'accord. D'accord. Je ne sais pas si c'est possible de revenir à la carte où ce qu'il y avait, là, les forêts conservées, les milieux humides conservés. Il y avait une carte avec du turquoise. Les noyaux. Oui, plus loin. C'était comme votre carte de toute la MRC, là. C'était là. Oui. La carte est intéressante. J'ai compris le processus que vous avez mené pour y arriver. Moi, mon commentaire, en fait, j'ai un commentaire et une question. Le premier commentaire, c'est qu'il m'apparaît essentiel pour protéger davantage les milieux naturels ou les milieux humides de s'adjoindre la collaboration des propriétaires. Donc, moi, mon commentaire est valide pour tous les 2 jours. Là, actuellement, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de travail de planification. Et c'est nous, dans le fond, notre organisation, on est intervenu à plusieurs reprises depuis 5 ans pour dire, si vous n'adjoignez pas les propriétaires, et là, c'est davantage que d'aller le voir pour lui dire, il y a un règlement qui s'applique chez toi, mais d'avoir vraiment leur collaboration, puis les renseigner, d'avoir des outils chez eux pour identifier les milieux d'intérêt, ça va nous mener à un ressac des propriétaires. Si au contraire, on obtient une bonne collaboration d'eux, bien, ils vont devenir des acteurs de la conservation des milieux qu'on veut protéger. Ma question, c'est est-ce que c'est possible de faire de la foresterie dans les milieux que vous désignez forêts conservées? Ou ce que je vois qui est forêt conservée, c'est la cloche de verre. Puis si oui, sous quelles conditions? Merci beaucoup, M. Côté. Je pense que votre intervention pour les propriétaires est très pertinente. Durant notre processus, on se l'est fait dire, puis je ne suis pas gênée de le mentionner, on avait pas oublié, on pensait que les experts allaient répondre. Donc, on a ajusté le tir puis on a inclus les représentants des producteurs. C'est sûr que dans un grand processus de planification, c'est plus difficile d'inviter tous les petits propriétaires, mais les représentants UPA, syndicats de base, forestiers, on les a invités dans le cadre d'une rencontre. Ceci dit, c'était dans le cadre d'une rencontre d'une journée. Je vous conseille d'en mettre plus de temps. C'est pas à l'intérieur de juste une seule journée qu'on va arriver à des conclusions. Les gens ont beaucoup de choses à dire. Fait que merci de l'avoir mentionné. Pour les producteurs forestiers, Luc Traversier, qui est aussi ingénieur forestier pour la MRC de Drummond, en tout cas qui conseille pour le moment, dans notre vision à nous, c'est pas des cloches de verre. La foresterie va avoir lieu. Ce qu'on souhaite, par contre, là, je ne sais pas si c'est le cas de la MRC de Drummond, mais Arthabasca, ce qu'on travaille avec les élus, ça n'a pas encore été adopté. Les élus vont le travailler le 5 mars prochain. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas un changement d'usage dans ces zones-là. Donc, que ça demeure forestier. Puis il y a certains boisés qu'on dit rares, que la foresterie devra être adaptée. Donc, certaines mesures forestières qui même vont aller favorables aux propriétaires forestiers parce qu'on veut que le propriétaire forestier travaille pour garder cette rareté-là de ce peuplement forestier-là. Puis on sait qu'avec l'adaptation au changement climatique, les forêts sont appelées à changer. Donc, on va collaborer avec les producteurs là, pour adapter la foresterie, pas tant négative, mais surtout pour conserver la rareté de ces petits boisés-là. Mais sinon, on espère que les élus aient vers le non-changement d'usage. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Elisabeth, est-ce qu'on a des questions en région? Non? Bon, parfait. Alors, merci beaucoup, mesdames. Alors, c'est maintenant le moment de prendre une pause. Mais il y a des collations, des breuvages dehors, il n'y a pas de problème. Mais juste avant qu'on vous sortiez, donnez-moi encore un petit 3-4 secondes. Je trouvais ça intéressant de vous présenter le portrait de la participation du forum.
En fait, le comité a eu un beau problème, celui de gérer les déceptions dès la mi-janvier, puisque les inscriptions avaient déjà atteint les limites. Hein. Ça, je vous dis que c'est un petit problème. Mais en fait, aujourd'hui, on peut compter près de 600 personnes qui assistent, soit 400 personnes ici dans la salle et près de 200 dans les 17 bureaux régionaux du ministère qui sont en visioconférence, lesquels aussi, il y a des gens des autres ministères, notamment le ministère des Affaires municipales, qui sont les nouveaux noms, qui sont présents aussi avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique. Je m'y habitue pas. Donc, c'est ça. Donc, la journée, comme je vous l'avais déjà dit, elle est enregistrée, puis la captation vidéo sera rendue disponible plus tard au printemps. La distribution des participants selon leur affiliation est la suivante. Les municipalités régionales et locales pour près de la moitié, suivi des OBV, ZIP, CRA et TCA pour le corps. Et l'autre corps se décline avec des représentants forestiers, agricoles, des consultants, des entreprises diverses et du milieu universitaire. Alors, c'est assez bien varié, on est bien content. On a prévu une demi-heure pour la pause, puis je vous rappelle encore une fois que qu'aucune consommation n'est permise dans la salle. On a même mis une petite police à la porte pour vous checker. Afin de respecter les conférenciers, là, on se donne rendez-vous à 10h45 et je compte sur votre collaboration pour être là à l'heure. Merci, à tantôt.